Bonjour à tous, merci déjà pour cet intermède, le temps de retrouver un petit peu une possibilité de vous faire la présentation, de poursuivre, et merci aux collègues cardiologues d'avoir bien voulu prendre de leur temps pour justement nous resensibiliser un petit peu aux problèmes cardiotoxiques qui peuvent survenir chez les patients suivis pour un cancer. Donc, je m'appelle Angélique Da Silva, je suis oncologue sur le centre François Baclès. Je vais vous présenter comment évaluer et prendre en charge les patients qui vont présenter une cardiotoxicité en cours ou sous traitement anticancéreux. Donc, voici le plan que nous allons suivre. Après quelques mots d'introduction, on développera rapidement, puisque ça l'a déjà été évoqué, les facteurs de risque, puis l'évaluation et la prise en charge de la cardiotoxicité. Donc, comme l'ont dit précédemment les collègues de Marseille, la diminution de la mortalité par cancer va faire que nos patients vont vivre plus longtemps et vont donc pouvoir développer des événements indésirables cardiaques, ce qui n'était probablement pas observé jusque-là du fait d'une durée de vie plus courte. On va également observer plus de patients qui vont avoir à la fois un cancer et une maladie cardiovasculaire. Si on regarde dans une étude menée aux États-Unis sur 3 millions de cancer survivors, ils ont regardé quelle était la cause de mortalité des patients et la pathologie cardiovasculaire apparaissait comme la deuxième cause de mortalité. Ce risque est plus important sur l'année qui suit le diagnostic et persiste finalement même tout au long de la vie d'un patient, même après guérison et rémission du cancer. Les cancers pour lesquels le signal était le plus fort, c'était dans le cancer du sein, de la prostate et de la vessie. Une étude française s'est également attardée à évaluer le risque cardiovasculaire, cette fois-ci uniquement dans les populations de cancer du sein. Donc, ça a été mené par l'équipe de Saint-Étienne. Et on a retrouvé que 6% des patientes développaient une pathologie cardiovasculaire dans les 5 ans qui suivaient le diagnostic de cancer du sein. C'était majoritairement des patientes qui avaient un cancer du sein localisé, donc 80% d'entre elles. Le risque était plus important lorsque les patientes avaient déjà des antécédents cardiovasculaires et qu'on associait une chimiothérapie. Et l'élément principal qui a été mis en évidence, c'est la fibrillation auriculaire. Donc, pourquoi est-ce qu'on retrouve finalement dans notre population autant de pathologies cardiovasculaires? Déjà, puisqu'on partage des facteurs de risque communs entre le cancer et la pathologie cardiovasculaire, au niveau de l'âge, des habitudes de vie avec l'intoxication alcoolo-tabagique, l'alimentation déséquilibrée et le manque d'activité physique, mais également l'obésité et le diabète. Il y a également un risque qui va être lié directement au cancer, puisque le cancer va générer un état inflammatoire et favoriser la libération de cytokines qui vont entraîner des lésions endothéliales, ce qui va pouvoir favoriser l'athérosclérose et les thromboses artérielles ou veineuses. Et enfin, on l'a évoqué plusieurs fois depuis le début, un risque lié au traitement. Donc, les traitements à risque de cardiotoxicité sont nombreux, mais on ne va pas tout développer aujourd'hui, mais globalement, que ce soit la chimiothérapie, la thérapie ciblée, l'hormonothérapie, même la radiothérapie lorsque le cœur va être dans le champ d'irradiation, tous les traitements utilisés vont pouvoir potentialiser le risque de cardiotoxicité. Comme on l'a vu, au début uniquement les anthracyclines et aujourd'hui la liste s'allonge avec donc tous les anticorps monoclonaux ciblant l'HER2, les anti-angiogéniques, que ce soit l'anticorps monoclonal, le bevacizumab ou les inhibiteurs de tyrosine kinase, d'autres inhibiteurs de tyrosine kinase non anti-angiogéniques, comme celles principalement utilisées en hématologie avec la tyrosine kinase inhibitrice de la protéine de Burton, l'ibrutinib qui occupe beaucoup les cardio-oncologues, mais également les inhibiteurs du protéasome avec le carfilzomib et les autres inhibiteurs de la voie de BCR-ABL. Et plus récemment également les immunothérapies. Finalement, tous ces facteurs vont être plus ou moins liés et intriqués et vont donc contribuer à la survenue d'une atteinte cardiovasculaire. Dans les atteintes vasculaires, on va avoir l'athérosclérose, l'hypertension artérielle et les thromboses. Et dans les atteintes cardiaques, donc, on peut retrouver une insuffisance cardiaque, des valvulopathies et des troubles du rythme. Comment évaluer les patients qui vont être à risque de cardiotoxicité? Ça a déjà été bien développé et probablement mieux expliqué que ce que je peux vous présenter. Il faut dépister et prendre en charge les facteurs de risque cardiovasculaire. Ce principe est vrai pour tous les patients qui vont débuter un traitement potentiellement cardiotoxique, mais également ceux qui ont fini leur traitement, puisque le risque va perdurer tout au long de la vie du patient. Et ça, je pense que c'est un événement qu'on ne fait pas assez en pratique courante, ou sinon, en tout cas, qu'on ne s'assure pas que le patient, si on le connaît,
C'est par exemple les patients qui ont une hypertension, on ne s'assure pas assez souvent que celle-ci soit équilibrée, ou comme tout à l'heure disait Jennifer, le patient qui fume, des fois on se dit, est-ce que ça sert vraiment d'assister pour qu'il arrête de fumer? Finalement oui. Il faut aussi du coup identifier les traitements à risque, d'autant plus chez les patients qui vont déjà avoir des facteurs de risque cardiovasculaire, et s'assurer que ces facteurs de risque soient contrôlés avant de débuter un traitement. Avant de débuter un anti-angiogénique, il est important de s'assurer que la tension artérielle est équilibrée. Et on va donc définir les patients à haut risque. On a déjà évoqué dans la présentation juste avant, mais pour rappeler, pour que ça soit clair pour tout le monde, comment identifier des patients à haut risque de cardiotoxicité. En 5 points, on a les patients qui vont avoir eu une forte dose d'anthracycline, les patients qui vont avoir une forte dose de radiothérapie en comprenant bien entendu le cœur dans le champ d'irradiation, ou alors les patients qui vont avoir eu une dose d'anthracycline moindre, mais avec d'autres facteurs associés comme un âge supérieur à 60 ans, ou une radiothérapie associée avec le cœur dans le champ d'irradiation, ou au moins 2 facteurs de risque parmi le tabagisme, l'hypertension, le diabète, la dyslipidémie, l'insuffisance rénale chronique et l'obésité. C'est également vrai pour les autres traitements à risque cardiotoxique, comme les anti-HER2, les inhibiteurs, les anti-angiogéniques, les inhibiteurs du protéasome et les inhibiteurs de la voie BCR-ABL. Tout simplement, c'est peut-être finalement le cas qu'on maîtrisait le mieux, en tout cas côté oncologie jusque-là, c'était les patients avec déjà un antécédent cardiaque. Et donc, on a évoqué juste avant l'importance de réaliser des marqueurs cardiaques avant l'introduction d'un traitement avec le dosage des troponines, ce qui peut nous permettre d'identifier, avant de débuter un traitement, des patients à risque de développer une cardiotoxicité. Maintenant qu'on a pu, du coup, alors un petit peu plus en pratique pour l'oncologue, quand est-ce qu'on va devoir adresser notre patient à un cardio-oncologue? À mon avis, ce qu'on fait, en tout cas en oncologie, très peu, c'est en pré-thérapeutique. Peut-être qu'en hématologie, avec les traitements qui sont arrivés récemment, avec clairement des cardiotoxicités bien identifiées, c'est mieux fait et mieux anticipé. Mais nous, on va souvent, en tout cas, je ne vais pas parler pour tous mes collègues, mais globalement, pour avoir parlé avec plusieurs d'entre eux, on va des fois soit ne pas proposer un traitement à un patient parce qu'on va se dire qu'il a quand même une coronaropathie, une hypertension et que c'est peut-être trop risqué. Ou au contraire, des fois se dire c'est pas grave, de toute façon, on verra bien ce qui va se passer. Donc peut-être qu'en pré-thérapeutique, on a vraiment une amélioration à faire pour mieux estimer ce risque chez nos patients. En cours de traitement, là, je pense qu'on a tous un peu plus le réflexe. Dès qu'on a une apparition de symptômes cliniques, dyspnée, douleur thoracique, troubles du rythme, signe d'insuffisance cardiaque, autres, ou des perturbations au niveau des examens qu'on va faire dans le cadre de la surveillance, avec les baisses de FEVG dans les surveillances sous anti-HER2 ou pendant les anthracyclines. Comment est-ce que ça se passe? Donc, en Normandie, on a une filière commune par le biais de Picaro, que Joachim développera juste après. Donc, il est important de faire un bon courrier. Et comme ça avait été présenté tout à l'heure par Franck Chini, parce qu'on a besoin de beaucoup d'informations, et en effet, pas juste de dire il me faut une estimation de la FEVG avant mon traitement. Donc, pour les médecins qui sont sur Backless, pour faciliter ce courrier, on a mis en place un questionnaire type dans correspondance médecin. Vous prenez correspondance cardiologue. Ça a l'avantage de directement mettre le résumé carcinologique, puisque ce n'est pas juste le traitement que le patient va recevoir tout de suite ou est en train de recevoir, mais tous les traitements que le patient a pu recevoir pour son cancer qui vont être importants d'indiquer au cardio-oncologue, avec les dates de traitement, les dates de fin et les doses reçues, notamment pour les anthracyclines, afin d'estimer le risque. On a vu que le risque dépendait de la dose d'anthracycline reçue. Le traitement en cours du patient. Et dans le corps du courrier, bien sûr, la question que vous posez, les symptômes présentés par le patient, joindre à la demande un électrocardiogramme récensif, vous en avez un, et plus ou moins le bilan biologique si vous avez pu le faire. Pour ceux vraiment qui sont passionnés par la cardio-oncologie, on peut aller jusqu'à préciser les facteurs de risque cardiovasculaire, mais sinon ça sera réalisé par les cardiologues. Bien informer vos patients quand même qui vont aller voir le cardiologue, qu'ils ne soient pas surpris lorsqu'ils ont cet appel. Donc maintenant, comment est-ce qu'on va prendre en charge nos patients? Donc, on l'a tous dit ce soir, je crois, des recommandations par le G-médicaux. On ne va pas reprendre, bien entendu, tous les effets possibles et toutes les prises en charge. J'ai décidé de développer 2 points différents.
Déjà, soit à partir d'un traitement, les immunothérapies, quels effets cardiaques on va pouvoir observer avec les inhibiteurs de checkpoint, ou alors, à l'inverse, un effet cardiaque, la fibrillation auriculaire, et quand est-ce qu'elle va pouvoir, comment la prendre en charge, quels traitements vont la faciliter. Concernant les inhibiteurs de checkpoint, donc le principal effet redouté, ça va être la myocardite immuno-induite. La myocardite, elle est plutôt rare, estimée à environ 1%. Alors après, c'était une estimation qui est peut-être sous-estimée, puisque l'effet était jusqu'alors, il y a 2-3 ans, pas forcément tant rapporté et peut-être pas assez recherché. En tout cas, du côté oncologie. Bien que ça soit un effet rare, il n'en reste pas moins un effet grave, puisque dans 50% des cas, on va observer une mortalité. Le risque va être plus élevé sur les premières semaines qui suivent l'introduction de l'immunothérapie. Donc, sur cette étude, c'était une étude basée sur l'évaluation des cardiotoxicités sous immunothérapie à partir des déclarations faites dans Vigivase, la base mondiale de déclaration de pharmacovigilance. On a pu déterminer, observer que, en effet, l'effet était prédominant surtout le premier mois, donc suite à la première, deuxième injection, et perdurer dans le temps jusqu'à surtout être très vigilant jusqu'au 3e mois. D'autres effets peuvent être observés avec la péricardite, les troubles du rythme, l'infarctus du myocarde. Comment prendre en charge? D'abord, comment évaluer un patient sous immunothérapie? Donc c'est pas mal, parce qu'au final, même si j'arrive plus ou moins à donner le même message que les collègues d'avant, donc ça va, je ne devrais pas dire trop de bêtises, mais avant d'introduire un traitement, notamment surtout avec les immunothérapies, bien réaliser des marqueurs cardiaques, troponine, électrocardiogramme, afin d'avoir un examen de baseline et de pouvoir ensuite suivre par rapport à notre patient l'évolution sous traitement. Après, en fonction des possibilités de chaque établissement, 2 stratégies sont proposées. La première, celle qui va être préférentiellement recommandée par les cardio-oncologues, va être de renouveler en fait ce dosage à chaque fois avant l'administration de la nouvelle cure d'immunothérapie, associée à l'examen clinique afin de déterminer s'il y a des signes d'insuffisance cardiaque ou d'autres cardiotoxicités. L'autre possibilité, ça va être finalement de ne pas réaliser le dosage et de juste se tenir à l'examen clinique, à la recherche d'un élément qui pourrait faire suspecter une myocardite. Bien entendu, en fait, là, ça c'est l'examen en hôpital de jour, mais si entre 2 injections, le patient présente des symptômes, il faudra alors à ce moment-là réaliser à la fois BNP, troponine et électrocardiogramme. Important, chose qu'on n'a peut-être pas assez en tête, c'est aussi lors de la survenue d'un autre effet indésirable immuno-induit, rechercher tous les effets qui pourraient être associés et du coup la myocardite. Si jamais vous êtes face à un patient qui a soit un nouveau symptôme clinique faisant suspecter une myocardite ou une perturbation de l'électrocardiogramme ou une élévation des troponines, vous êtes alors dans le cadre d'une suspicion de myocardite. Comment la prendre en charge? Donc déjà, ne pas réaliser l'administration de l'immunothérapie pour lequel le patient était venu en hôpital de jour. Puis prendre rapidement votre téléphone et contacter votre cardio-oncologue préféré pour discuter avec lui du cas et discuter de l'admission du patient dans une unité de soins intensifs de cardiologie où le patient va pouvoir réaliser des examens complémentaires, donc notamment une échographie cardiaque et une IRM cardiaque. Et il faudra aussi éliminer les autres causes qui pourraient expliquer ces perturbations, et notamment l'atteinte coronarienne. Souvent, ça va être par le biais d'une coronarographie. Rechercher des autres effets immuno-induits. Et dans la myocardite, il est important de regarder s'il y a des éléments qui pourraient faire suspecter une myosite qui va être souvent associée à la myocardite. Et dernier point, ce qui peut être moins fait en pratique, ça va être la biopsie cardiaque, et du fait de l'invasivité du geste, c'est plus difficile à réaliser. Une fois qu'on a fait tous ces examens, soit en fait on s'oriente vers un autre diagnostic qui aura sa prise en charge propre, soit on reste sur notre suspicion de myocardite. À ce moment-là, le traitement, ça va être tout d'abord déjà un traitement symptomatique en fonction des problèmes rencontrés par le patient, traitement de l'insuffisance cardiaque, de l'arythmie, mais également une corticothérapie. La corticothérapie, on le sait, on l'utilise dans les effets immuno-induits, mais attention, c'est une dose beaucoup plus forte que celle qu'on a l'habitude d'utiliser, puisque là, on est à 1 gramme par jour et pendant 3 jours.
Suite à ce traitement, deux possibilités. Soit votre patient s'améliore et alors on pourra réaliser un relais par corticothérapie orale avec une décroissance lentement progressive, monitorée par les dosages de la troponine. Soit malheureusement l'évolution n'est pas favorable et on pourra discuter un autre traitement immunosuppresseur. Il n'y a pas de règle établie, mais différentes possibilités ont pu être avancées, notamment l'abatacept, les plasmaphéreses et le tocilizumab. Dans tous les cas, un patient qui a présenté une myocardite immuno-induite est contre-indiqué à tout traitement par immunothérapie. Donc là, c'était le cas des immunothérapies. Si on part sur un effet cardiaque, la fibrillation auriculaire, comment l'évaluer, comment la prendre en charge? Déjà, la fibrillation auriculaire, c'est peut-être un effet qu'on a tendance aussi à négliger un petit peu, mais le risque est quand même augmenté de 20% dans les populations suivies pour un cancer, et même en dehors d'un traitement anticancéreux. Probablement déjà parce qu'on retrouve souvent des facteurs de risque de fibrillation auriculaire chez nos patients avec les anémies, le sepsis, l'hyperthyroïdie et les troubles ioniques avec l'hypokaliémie, favorisés soit par les effets indésirables présentés par le patient liés à son traitement oncologique, ou alors directement par certains traitements oncologiques comme la biratérone. Les traitements anticancéreux vont également pouvoir être pourvoyeurs de fibrillation auriculaire. Donc, à partir d'une étude de Vigibase, il a été montré une association entre 19 traitements anticancéreux et la fibrillation auriculaire. C'était principalement des traitements utilisés en hématologie et celui pour lequel l'association était la plus forte, c'est l'ibrutinib. Dans les traitements utilisés en oncologie, on a le cisplatine, la biratérone, l'ipilimumab dans les immunothérapies, le docétaxel et voilà. Les autres, c'est principalement les traitements d'hématologie. En prenant en charge la fibrillation auriculaire, donc là encore, vous reprenez votre téléphone, votre boîte mail et vous voyez avec votre cardio-oncologue pour voir comment s'assurer que votre patient va être bien pris en charge. Donc, sinon, pour ceux qui veulent se lancer un petit peu, la question, il y a 2 points en fait. C'est d'abord le rythme, un contrôle de la fréquence cardiaque. Contrairement à ce qu'on peut faire en dehors des patients en cours de traitement anticancéreux, on va plutôt avoir tendance à tolérer la fibrillation auriculaire et à plutôt essayer de ralentir. On ralentit plutôt avec des bêta-bloquants qu'avec la digoxine et les inhibiteurs calciques du fait des interactions médicamenteuses passant par la voie de la PGP et du P450 qui peuvent exister avec les autres traitements. On peut quand même discuter une réduction de la fibrillation auriculaire chez les patients qui vont être soit symptomatiques, avec une instabilité hémodynamique, ou les patients qui finalement n'ont pas de traitement anticancéreux en cours qui aurait pu faciliter ce passage en fibrillation auriculaire. Avant de réaliser cette cardioversion, il faudra quand même s'assurer que le patient n'ait pas de contre-indication à l'anticoagulation et aux antiarythmiques. Le deuxième point, c'est de discuter justement cette anticoagulation. L'anticoagulation va être discutée selon une balance entre risque thrombotique, risque hémorragique, basé sur des scores utilisés en cardiologie, mais qui ne prennent pas en compte le risque directement thrombotique et hémorragique lié au cancer. Donc, il faudra toujours également prendre en compte ces éléments. Si jamais votre patient a à fort risque thrombotique, avec un risque hémorragique faible, on va pouvoir lui proposer une anticoagulation. L'anticoagulation, on peut partir sur une héparine de bas poids moléculaire initialement lors de la survenue de la fibrillation auriculaire, et ensuite on discutera en relais principalement par AOD. Et là encore, plutôt préférer les anti-10A type rivaroxaban et apixaban plutôt que le dabigatran, du fait du risque hémorragique qui peut être augmenté avec le dabigatran compte tenu de sa forte liaison protéique et de la forte élimination rénale. En plus, pour le rivaroxaban et l'apixaban, on commence à avoir un petit peu de recul sur son utilisation également en MTEV et cancer. Chez les patients qui vont avoir soit un faible risque thrombotique ou alors un risque hémorragique trop élevé, à ce moment-là, il ne faudra pas l'anticoaguler, mais ça peut être réévalué au cours de sa prise en charge si jamais son risque thrombotique ou hémorragique change. Donc voilà, les points que je souhaitais du coup mettre en avant sur ma présentation, c'était de bien connaître et identifier les facteurs de risque et bien entendu les patients à risque de cardiotoxicité. Si jamais vous posez des questions sur les prises en charge et les évaluations, n'hésitez pas à aller sur le site du G-Medico, c'est très bien fait, c'est clair, on trouve facilement l'information. Et sinon, travailler en étroite collaboration avec les cardiologues.